Alors que le monde entier hurle, tout semble mis sous silence. La douleur est partout, pourtant on ne veut pas la regarder. On neutralise, on lisse, on aseptise, on uniformise. Les couleurs sont effacées, les singularités atténuées. C'est comme si on avait apposé un filtre. Et c'est dans ce contexte très particulier que l'adaptation d'un de mes romans préférés ever est annoncée. Alors enfin, je l'ai regardé et j'avais à cœur de t'en parler parce que j'en garde un arrière-goût un petit peu amer. Et la question que je te propose qu'on soulève ensemble aujourd'hui est la suivante. Hurlevent ou comment rendre instagrammable un chef-d'œuvre de la littérature gothique? Wesh YouTube, comment vas-tu? Je te retrouve aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, pour cette vidéo où j'ai envie qu'on se pose la question que je viens de t'énoncer. C'est une vidéo qui n'était pas franchement prévue, et puis j'ai eu l'occasion de voir le film et je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Je me doutais bien au vu de ce que j'avais pu entrevoir avant sur les réseaux sociaux, que ce soit le marketing ou certains discours de collègues de YouTube et d'Instagram. Voilà, hein, on va pas se mentir, je partais avec un petit a priori, mais j'avais envie de me faire mon propre avis. Et donc si tu le veux bien, comparons ces deux œuvres et essayons de voir ce qu'il y en a à tirer. À l'origine de ce film, on a Les Hauts de Hurlevent, qui est l'unique roman d'Émilie Brontë, publié pour la première fois en 1847. C'est une histoire tragique, déchirante, celle de la famille Earnshaw, dont le père va adopter un gamin qui semble abandonné, qu'il appellera Heathcliff. Celui-ci va très vite entretenir une relation extrêmement intense, aussi bien dans l'amour que dans la haine, avec Catherine. Victime de bien des violences et des discriminations, et victime aussi de l'amour complètement obsessionnel qu'il voue à Catherine, il va sombrer dans la violence, dans la vengeance et surtout dans la destruction. Je sais que moi j'aime dire que ce n'est pas une histoire d'amour. Les Hauts de Hurlevent, c'est une histoire de monstre. C'est un roman qui a été, bien évidemment, tu te doutes, très mal reçu quand il a été publié parce que choquant. Choquant sur plein de points. Il brise énormément de codes, il est perturbant, il est sombre, il cherche à nous mettre profondément mal à l'aise et ce, à plein de moments. Et tout ça, d'autant plus, écrit par une femme au 19e siècle. Et en face, on a la plus récente des adaptations, parce que c'est un roman qui a été plein de fois adapté. Celui-ci a pour titre Hurlevent, tout simplement. Il sort en février 2026 et il est réalisé par Emerald Fennell, avec Margot Robbie, évidemment cette reine qui est absolument sublime, et Jacob Elordi, dont le synopsis, du moins sur Allociné, est le suivant. Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine. Une romance légendaire qui défie le temps et la raison. Tu le comprends, j'adore ce livre, c'est un de mes textes préférés, c'est un texte qui m'a vraiment profondément remué et mise encore une fois dans des lieux très inconfortables. Et moi tu le sais, c'est quelque chose que j'adore dans la littérature, j'aime qu'on me pousse dans mes retranchements, j'aime qu'on aille creuser au fond de l'âme humaine et qu'on en explore toute la noirceur, l'origine de celle-ci, les conséquences et sa matérialisation, et c'est totalement le cas dans ce livre. Et c'est aussi pour ça que j'étais curieuse, c'est que bon, c'est des très bons acteurs, encore une fois, Margot Robbie, star, et que je trouve que dans le contexte actuel, ça pouvait être hyper intéressant, justement, de voir qu'est-ce qu'ils avaient décidé de mettre en avant de ce texte. Et tu vas le voir, moi j'ai été un petit peu embêtée, tu te doutes si j'en fais une vidéo, par cette interprétation, parce qu'elle nie, à mon sens, toute l'essence de ce qu'est ce chef-d'œuvre, et on va y venir. J'avais envie dans cette première partie de t'exposer un peu ce qui aurait été pour moi intéressant dans justement la mise en scène d'une telle œuvre, quels auraient été à mon sens les enjeux d'une telle réinterprétation. Alors pour commencer, j'entends qu'on soit totalement libre d'interpréter ce type de classique comme on le veut. Et dans l'absolu, oui, on en fait ce qu'on veut. C'est pas pour autant que moi ça ne me titille pas quand encore une fois on omet et on nie tous les fondements de cette histoire. C'est un roman qui a des thèmes qui sont extrêmement forts. Il y a une critique sociale évidente. Une critique dure et assumée de la hiérarchie utilisée pour valider les violences d'une domination assez naturelle qui se met en place par un peu la catégorie sociale et comment elle se manifeste et comment certains et certaines l'utilisent. Ce point social, il est essentiel pour moi dans le roman, tout simplement. Il est fait mention d'ailleurs à plusieurs moments dans le roman qu'Heathcliff a la peau sombre, les yeux également, on pense qu'il est peut-être descendant d'une famille de bohémiens. Et dans un contexte de rejet vraiment mondial de l'autre,
dans un moment où les tensions ne font que s'accroître justement à ce niveau-là. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant de mettre ce point-là en avant, d'autant plus, encore une fois, qu'il est vraiment à la base même de ce qu'est ce texte. On a en plus, on le sait, un retour tout à fait affligeant de la banalisation des violences faites aux femmes, que ce soit sur Internet ou dans la vie en général, où ça se voit même dans la sphère littéraire ces dernières années avec la très grosse mise en avant de la dark romance, qui, encore une fois, moi, personnellement, ne me pose pas de problème. Chacune et chacun lit ce qu'il veut, chacune et chacun aime ce qu'il ou elle a envie d'aimer. Moi, c'est clairement pas mon problème. Ce qui me titille un petit peu plus, c'est la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est romantisé, encore une fois, normalisé, et le public. À qui est-ce qu'on vend ces histoires-là? Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer cet amour destructeur qui ne vend pas du rêve. C'est pas une love story. Faisons donc, si tu me le permets, des petites comparaisons entre l'œuvre d'Emily Brontë et l'adaptation. J'ai d'abord envie qu'on parle de certains personnages. Heathcliff, pour commencer, qui est quand même ultra central à cette histoire, bien sûr, qui dans le livre est un personnage extrêmement torturé, extrêmement sinueux. Il est sombre, il est mystérieux, il subit à répétition des violences de la part d'un personnage qui n'est même pas dans le film. Why not? J'entends, on ne peut pas adapter ce type d'œuvre en restant ultra fidèle. C'est pas possible, il faut faire des choix. Ce choix-là, pour moi, il est un peu bizarre dans le sens où il amoindrit vraiment, encore une fois, toute cette violence et du coup, la résultante de celle-ci. C'est donc un personnage qui va subir des violences extrêmes de la part de Hindley, je crois, il s'appelle, le frère justement de Catherine. Et ce rejet, ces maltraitances, ces discriminations, encore une fois basées sur ce qu'il est, vont le faire sombrer dans la noirceur la plus totale. Il va devenir clairement un monstre nourri uniquement par la haine, assoiffé de vengeance, avec pour seul langage la violence, voire la torture. On est vraiment très très loin des quelques scènes qui nous sont montrées dans le film. Le livre est hardcore. Si tu as apprécié le film, soit dit en passant, qui est pas nul, moi je trouve, on y reviendra, et que tu as envie du coup de découvrir l'œuvre, bon courage, accroche-toi parce que tu n'es pas au bout de tes surprises. C'est un personnage qui est hyper complexe et on comprend encore une fois qu'il est le fruit d'une violence systémique, sociale, qui l'a complètement fait sombrer et qui va devenir extrême. On est dans une démesure totale de l'envie de vengeance. C'est extrêmement dérangeant et c'est extrêmement bien fait. Dans le film, au contraire, déjà on est sur un jeune homme blanc comme un cul, extrêmement charmant, c'est Jacob Elordi. Je pense que le casting il est très bien fait. Le but était vraiment de mettre en avant un acteur qui fait sensation en ce moment. Mais encore ça soit, moi mon problème est qu'il a été terriblement adouci et terriblement romantisé. On a à quelques moments des choses un peu sombres, on comprend qu'il subit un petit peu de violence, etc. Et j'ai moi eu la sensation que ça avait presque vocation juste à pimenter un peu la chose, là où clairement encore une fois dans le livre, on est très loin de ça. C'est un jeune homme éperdument amoureux qui va mal vivre le fait d'être rejeté. Et on vient nier, je te dis à ce moment-là, toutes les problématiques sociales qui sont quasi annulées. Dans le chapitre 4, on nous dit que Monsieur Earnshaw le ramena un soir de Liverpool. Un petit garçon noir de crasse, vêtu de haillons, les cheveux en bataille, les yeux brillants comme ceux d'un chat sauvage. Il ne parlait pas, ou alors dans une langue incompréhensible. Catherine et Hindley le détestèrent sur le champ. Mais le vieux maître, lui, l'appela Heathcliff, du nom d'un fils mort-né, et le traita comme son favori. Autre petite description ici dans le chapitre 7. À 16 ans, Heathcliff était déjà un jeune homme imposant, avec des épaules larges et une force qui effrayait. Ses yeux noirs semblaient percer les âmes, et son silence était plus éloquent que les paroles des autres. Il avait une façon de se tenir, raide et méfiante, comme un loup prêt à bondir. Hindley, lui, dans le livre, est un personnage ultra important. C'est lui qui va faire subir la plupart, encore une fois, des maltraitances à Heathcliff. C'est lui qui va de prime abord nourrir et entretenir une haine vraiment viscérale pour ce jeune homme. C'est lui qui va finir par complètement presque détruire cette famille. Il est pour moi un personnage essentiel dans le film. Il n'existe pas du tout, vraiment. Pas là, Catherine, enfant unique. Moi, ça m'a un petit peu perturbée. Encore une fois, j'entends qu'il faille faire des choix. Moi, celui-ci me semble un petit peu dommage. Je ne suis pas réalisatrice. Encore une fois, je ne fais que donner mon avis. Catherine, notre chère Catherine. Dans le livre, c'est une femme qu'on n'arrive pas à aimer. Les deux personnages d'ailleurs. On a beaucoup de mal à apprécier ce qu'ils sont parce qu'encore une fois, très vite, on se rend compte de la monstruosité qui les compose et qui fait vraiment presque la base en fait de leur personnalité. Mais donc dans le livre, c'est une jeune femme extrêmement tourmentée,
qui est malsaine, qui est tiraillée entre l'amour qui joue en permanence avec la haine et en même temps qui a envie d'être socialement acceptée, qui a envie d'être validée, d'appartenir au cercle qu'elle estime tout simplement et qu'elle valorise. C'est des questions qui, moi, je maintiens, mais dans le film, sont vachement mises en second plan, alors que, je vais le répéter 1000 fois, mais le pan social, pour moi, est essentiel dans la construction de ce livre. Mais soit. Leur relation, elle est profonde, mais d'une profondeur qui en est douloureuse. C'est une femme, on se rend compte très vite, qui est égoïste et qui va tenter un peu de jouer avec tout ça et qui va se brûler les ailes, évidemment. Dans le livre, elle est plutôt très douce. Elle a l'air un peu perdue entre ses sentiments et ses désirs sexuels parce que le cul a une place très importante dans le film. Si tu me connais un peu, tu sais que moi, déjà de base, un peu osef, je suis au courant que les gens pratiquent le coït. Hein. Encore une fois, c'est pas un scoop. Là, j'ai trouvé que ça prenait une place qui, moi, m'a un petit peu titillé. C'est là où je trouve qu'on rejoue encore avec les codes de ces new romances olé olé caliente. C'est un personnage qui pour moi perd de toutes ses nuances et de toute sa complexité, qui devient presque le personnage un peu basique d'une romance. Il y a aussi Isabella, mais on y viendra plus tard parce que là ça fait partie des traitements qui moi m'ont vraiment profondément mise mal à l'aise. J'avais aussi envie qu'on compare l'atmosphère. Alors, la narration, évidemment, qu'elle prend une place énorme dans le roman de Émilie Brontë. On peut difficilement retranscrire ça dans un film, bien qu'ils aient gardé certains passages qui sont parmi les plus beaux de l'œuvre. Et ça, j'ai trouvé ça très appréciable. Il y a une espèce de double narration qui se met en place dans le livre qui est ultra intéressante si tu ne l'as pas lu, où en fait, on a Monsieur Lockwood qui arrive dans ce lieu et qui va se faire raconter l'histoire du lieu par Nelly Dean, qui est une gouvernante et qui va, elle, raconter les drames qui se sont joués ici. Et je trouve que c'est hyper pertinent parce que ça met une espèce de distance dans la distance qui de temps en temps nous permet un peu de reprendre notre souffle. Mais évidemment, encore une fois, ça ne m'étonne pas qu'on ne l'ait pas retranscrit tout simplement. Le film, lui, est très très beau. Visuellement, vraiment, je n'ai rien à dire. C'est canon. Chaque plan est une très jolie photo, mais est-ce qu'il ne serait pas un peu trop beau? Les plans sont doux, colorés, bizarrement fleuris, même à des moments. On a une brume un petit peu envoûtante qui vient créer une espèce de tension, mais qui reste là aussi, j'ai trouvé assez délicate. C'est tout l'inverse dans le livre. Où est la crasse? Où sont les falaises? Les vents violents? La maison sombre et terrifiante? Moi, c'est ce qu'il m'a manqué. Certes, c'est très beau, mais on perd tout le côté gothique du livre et cette violence et ces tourments qui se jouent jusqu'à dans l'atmosphère, dans l'architecture, etc. Dans le chapitre 1, Lockwood arrive et voici comment il décrit la bâtisse, la façade, avec ses pierres grises et ses fenêtres étroites, profondément encastrées, avait l'air de froncer les sourcils sur le visiteur. Les buissons de genévrier et de groseilles, tordus par le vent, semblaient s'accrocher au mur comme des mendiants en haillons. Ou encore dans le chapitre 10, l'intérieur de la maison était aussi sombre que l'extérieur. Les murs épais, les poutres noires, les chiens grognants accroupis près de l'âtre, et cette odeur de tourbe brûlée et de viande séchée. Tout respirait une hostilité sourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ça, dans le film, ça n'existe pas. À part à quelques moments à la fin où on appuie la décrépitude de ce qu'est cette maison et donc de ce qu'a été cette famille, tout est trop joli. Je te mets quelques plans, mais on est très loin de l'ambiance lourde et pesante qu'il y a dans le livre. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que tout semblait très filtré. Encore une fois, j'avais l'impression d'assister à des jolis plans instagrammables, à quelque chose qui servirait à faire un joli edit TikTok, mais sans réel fond. Et c'est de là qu'est parti un peu mon propos. Et quand j'ai commencé à chercher un peu quelles étaient les critiques de la presse à la sortie du film, je me suis dit qu'en fait, je faisais pas tant fausse route que ça parce que cette idée, elle était partagée. On peut par exemple lire dans Les Inrocks, l'emphase décorative du film est vraiment sa plaie. Hurlevent semble moins construit par un assemblage de plans montés entre eux que comme une succession de carrousels Instagram où chaque image semble conçue pour être sitôt vue, sitôt swipée. Ou encore, Hurlevent noie le romantisme fébrile d'Émilie Brontë et sa critique sociale dans une débauche d'effets décoratifs indigestes. Du côté d'Allociné, on a pu lire encore un Hurlevent à côté de la plaque, donc compris comme une romance, alors que le roman navigue sur les flots du masochisme, de la folie et de la mort, portés par la vengeance et le fiel. Et c'est vraiment là que moi j'ai commencé à me poser ces questions. Pourquoi lisser à ce point cette histoire? Pourquoi lisser le fond? Pourquoi lisser la forme? Pourquoi nier la violence et ce jusque dans l'esthétique? Je te disais tout à l'heure, oui, on est libre d'interpréter ce type d'œuvre aujourd'hui comme bon nous le semble, mais qu'est-ce que ça dit en fait?
de renier tout ça. La fin, évidemment, n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que certains personnages meurent. Attention, petit spoil, mais la vidéo entière est à moitié un spoil, hein, de toute façon. Si tu n'as ni lu le livre ni vu le film, désolé. On se concentre dans le film vraiment sur la mort de Catherine, alors que le livre, lui, continue bien après. Il explore justement la mort d'Heathcliff et toutes les répercussions de cette tragédie sur leur descendance et comment ils vont essayer justement de s'en sortir. Ça m'a un peu fait sourire parce que dans le film, on s'arrête sur justement la mort de Catherine dans ses beaux draps blancs, etc. et fin, alors que dans le livre, le poteau Heathcliff va quand même déterrer son cadavre. On nous dit « J'ai fait ouvrir son cercueil, Nelly. Je l'ai vu une fois de plus, son visage était encore le sien. Les traits n'avaient pas changé, je me suis dit qu'ils ne changeraient jamais. J'ai supplié le fossoyeur de retirer le côté du cercueil qui touchait à moi et je lui ai glissé une somme pour qu'il le fasse. J'ai l'intention de la faire enlever tout à fait, quand je serai là-bas. » Et juste, j'ai trouvé ça marrant, comparé par exemple à Saltburn, qui est un autre de ces films où le rapport à la mort, à la tombe, à la sépulture est approfondi un peu à l'extrême, avec une scène extrêmement malaisante, que là, il n'en parle pas du tout. Mais bon, ça c'est le petit truc, moi, qui m'a fait un petit peu sourire. J'avais envie dans cette partie qu'on parle du marketing et de la manière dont ça a été romantisé, parce que pour moi, presque le plus gros problème, il est ici. Je te mets certaines couvertures du livre qui ont vraiment ce côté tension, douleur, quelque chose de très pesant, et à côté, je te mets l'affiche du film qui est somme toute très jolie. La rupture est ici déjà assez parlante. Il y a ensuite eu plein de mises en avant qui ont vraiment fait parler. Je pense que ça a énervé énormément de monde. Je pense principalement au post Instagram qui a été fait sur le compte de Hugo New Romance, qui ont donc décidé de rééditer le livre pour surfer un peu naturellement sur la hype du film. Encore une fois, âme sensible s'abstenir, l'écart entre les deux est aussi violent que ce qu'il y a dans le livre. Et donc déjà, moi, que ce soit publié dans une collection New Romance, ça me questionne un petit peu parce que ça n'a rien d'une New Romance avec des thèmes qui parlent forcément à la communauté Bookstagram et BookTok tels que Childhood Lovers, Soulmates, Slow Burn et Morally Grey. On dirait qu'on parle, et je vais être absolument pas dénigrante en disant ça, ce n'est vraiment pas mon but, mais d'une dark romance, un peu lambda. À quelle heure ? D'autant plus que, si je dis pas de bêtises, le titre Hurlevent a été choisi justement pour créer une distance entre le livre et ce qu'on allait en faire, sauf que là on vient prendre ce titre qu'on appose sur le livre. Donc cette distance, on l'annule totalement, enfin ça n'a pour moi aucun sens. Il y a d'ailleurs Sarah du compte Nébuleuse qui en a parlé sur TikTok et Instagram justement de tout l'aspect marketing et comment ça a été vendu, et cette vidéo elle est hyper intéressante, donc je te conseille vraiment d'aller la regarder. On est donc, tu le comprends bien, en train de prendre cette histoire encore une fois de monstre absolument tragique et débordante de haine pour en faire une new romance un peu caliente. Et ça se ressent jusque dans la bande-annonce du film, avec 3 gros lettrages qui s'inscrivent sur celle-ci, où on a tout d'abord « This Valentine's Day ». Est-ce anodin de sortir ça autour de la Saint-Valentin? Absolument pas. Et on peut lire ensuite en très gros « Inspiré par la plus grande histoire d'amour de tous les temps ». Pardon. Et c'est là où moi ça a vraiment commencé à un petit peu m'énerver. Même si tu le comprends depuis le début, hein, ça m'a légèrement tendu quand même. C'est qu'on est ici clairement orienté grand public, et encore une fois, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais qui vient s'inscrire dans une mouvance, d'une hype autour de la romance, voire encore une fois de la dark romance. Il y a une espèce, moi je trouve, de tiktokisation de cette histoire, et qui, on va pas se mentir, comme c'est beaucoup le cas dans ce style de genre, mis en avant à destination d'un public relativement jeune. Au vu des acteurs qu'on prend, au vu des choix qu'on fait, stylistiquement parlant, dans la narration, dans la mise en avant de tout ceci, on voit très bien à qui c'est vendu, et c'est là où moi ça me pose problème. Parce qu'on appuie un point qui, moi, je trouve est vraiment terrifiant, hein, aujourd'hui, la romantisation constante de la violence. Et principalement, encore une fois, de la violence faite aux femmes. Le mot problème est peut-être un petit peu fort. J'ai envie dans cette partie qu'on évoque ce qui, moi, me dérange, même si je pense que tu as commencé à le comprendre, qu'on fasse passer pour moi les hauts de Hurlevent pour une romance un peu débridée, caliente, me dérange vraiment. Il y a une énorme place au sexe qui, moi, m'a mise mal à l'aise, mais encore une fois, là, c'est très propre à moi. Les doigts au fond de la glotte, les tuer ma chienne pendant des scènes de sexe, mais vraiment, je me disais, mais mon Dieu, pardon, Madame Brontë. Clairement, il y a tout un passage où ça n'arrête pas de copuler, avec toujours cette espèce de tension mi-haine, amour qui, vraiment, moi, m'a fait penser à une dark romance tout le temps. Encore une fois, je n'ai pas de souci
de prime abord avec la dark romance. Ce qui me pose problème, c'est à qui on s'adresse et à qui on vend ça comme étant quelque chose de terriblement romantique et en plus d'un petit peu olé olé. Ça ne l'est pas. Et moi j'ai trouvé ça ultra étrange. On va donc revenir un petit peu sur Isabella, le traitement de ce personnage. Moi, c'est là où vraiment on a touché le fond à mon sens. Isabella est donc la sœur de l'époux de Catherine et Isli va décider de l'épouser dans le but de s'en servir pour atteindre, encore une fois, Catherine et son époux pour leur faire le plus de mal possible parce qu'il n'y a plus que ça dans la tête, détruire tout ce qui peut être abîmé autour de lui. Dans le livre, il lui fait subir des horreurs. Mais vraiment, c'est d'une atrocité que j'ai même du mal à te décrire. Genre vraiment, moi, il y avait des moments où il fallait que je me détache de la lecture parce que c'en était presque insoutenable. Et on est face à la créature monstrueuse qu'il est devenu. On nous dit par exemple, il ne frappait pas comme un homme ivre de colère, il agissait avec une froideur calculée, comme un boucher qui égorge un agneau. Il savait où porter les coups pour faire le plus mal, et il le faisait sans hâte, savourant chaque gémissement, chaque larme, ou ces deux extraits dans le chapitre 13, où tu peux un peu entrevoir les sévices qu'il fait subir à la pauvre Isabella. Il la saisit par les cheveux et la traîna jusqu'à la porte, riant de son désespoir. « Tu m'as épousée de ton plein gré, lui dit-il. Personne ne t'a forcé maintenant, tu m'appartiens. Et je te déteste trop pour te laisser partir. » Puis il la jeta contre le mur comme un chien bat un rat. Ou encore, elle avait le visage couvert d'échymoses, les lèvres enflées. « Il m'a étranglée jusqu'à ce que je perde connaissance, murmura-t-elle. Puis il m'a réveillée en me versant de l'eau glacée sur la figure, pour recommencer. » Et cette cruauté, elle est, encore une fois pour moi, essentielle dans le livre. Et dans le film, on a une Isabella qui entretient une espèce de complicité avec lui dans ses jeux sexuels, clairement sadomaso, où d'un coup elle y prend part avec une forme de plaisir. Elle est violentée, oui, mais elle aime bien. Il y a une scène où elle est par terre et elle fait le chien et elle y prend un peu de plaisir. Genre la dame aboie dans le livre, il attrape son chien à elle, il le pend pour la faire souffrir. Il en va jusqu'à torturer son animal pour lui faire le plus de mal possible. Elle n'est pas là à quatre pattes à jouer la chienne. Enfin, non, mais certainement pas. Et faire passer cette torture-là pour des jeux coquins, là j'ai dit non, franchement, là moi ça me gêne énormément. Et moi j'en ai marre en fait, vraiment, de la banalisation, de la violence, encore une fois, faite aux femmes, qui est là partout, qui est là tout le temps et qui vient s'immiscer dans toutes les petites brèches dans lesquelles elle peut s'introduire. Tu le comprends ici, pour moi c'est terriblement romantisé et ça devient quelque chose juste d'ok et d'un peu caliente, alors que mais ça n'a absolument pas lieu d'être. On parle d'un homme qui détruit profondément une femme simplement pour le plaisir de la détruire et de faire mal aux autres autour. Non, elle ne fait pas juste la chienne. Et je trouve, et peut-être que je pars un peu trop loin, mais que dans un contexte un peu plus global, si je prends un petit peu plus de recul, dans un monde où principalement sur Internet, et encore une fois, moi je trouve que ce film a quelque chose de très Instagrammable. Il est pour moi intrinsèquement lié avec justement Internet et la façon dont il va être perçu. Je trouve que dans ce contexte où on a une montée des mouvements masculinistes, qui est terrifiante, où on a une banalisation partout. Encore une fois, de la violence faite aux femmes, où on ressent l'envie d'un retour vers certains codes profondément misogynes, avec les tradwives, etc., où tout tend à revenir vers une domination masculine plus assumée. Moi, je trouve ça hyper touchy de présenter ça comme ça. Je savais pas trop, honnêtement, en me lançant dans l'écriture de cette vidéo, où j'allais. Je savais juste que j'avais envie de te mettre en avant ce qui, moi, m'a vraiment posé problème autour de ce film, que ce soit donc dans sa réalisation, dans les choix qui y ont été faits, jusque dans le marketing et la façon dont c'est présenté au public et à quel public. Est-ce que c'est vendu? Parce que je suis absolument pas la seule à avoir ressenti ça. J'avais vu à l'époque de sa sortie plusieurs personnes en parler, principalement sur le YouTube anglophone. Et c'est pour ça que j'avais envie, moi aussi, d'apporter ma petite pierre à cet édifice, si je puis dire. Je trouve ça dommage et très triste. Et surtout, encore une fois, aujourd'hui, qu'on en vienne à perdre totalement le sens de cette histoire, qu'on en vienne à oublier toutes les questions importantes autour des discriminations sociales, des discriminations raciales et de leurs conséquences. Je pense que plus que jamais, en fait, il aurait été intéressant, justement, d'axer ça de ce côté-là. Ça m'embête qu'on nie toute cette violence systémique-là et les conséquences de celle-ci, qu'on nie également le libre arbitre
Comment est-ce qu'on choisit de se construire quand on a vécu ça? Et puis, je te dis, dans un contexte où on tente de réduire à nouveau les femmes au silence, qu'on vienne nier la parole profonde de cette grande romancière, qu'on vienne épurer à l'extrême son propos pour n'en garder que le côté romantique. Ça me gêne. Et ça me gêne vraiment. On est sur une femme qui a proposé un chef-d'œuvre d'écriture, un chef-d'œuvre de brutalité, de noirceur, qui, tu le comprends, questionne les fondements de la violence, et ce, à travers différents points. On est sur une femme qui, au 19e siècle, a fait preuve de courage, parce qu'être une femme et élever sa voix d'autant plus pour dénoncer des choses, et d'autant plus sous une forme qui, on le sait, va choquer, c'est être courageux. Elle a écrit une œuvre provocante, affirmée, presque un peu culottée, et ça de manière tout à fait sublime, et en faire une romance caliente, la réduire à ça, ben moi vraiment, ça me fait chier. En faire un produit totalement lissé, encore une fois très instagrammable, enjolivé, qui rentre parfaitement dans les petites cases dans lesquelles on attend qu'il rentre, c'est aller à l'encontre profonde de ce qu'a fait Émilie Brontë, et je trouve ça bien triste. Je n'ai aucun remords, Nelly. Aucun. J'ai écrasé les vers qui rampaient autour de moi, voilà tout. Si Dieu existe, qu'il me juge, mais je doute qu'il ose. Je suis allée plus loin que lui dans la haine. J'espère que tu as saisi vraiment où je voulais en venir et que tu arrives à prendre la mesure de ma déception face à cette œuvre qui, encore une fois, c'est pas un mauvais film pour moi. C'est un joli film, qui est sympa. Un peu pour moi dénué de profondeur et de sens, mais why not? Mais je pense qu'avec cette vidéo, tu as pu comprendre en quoi moi ça me pose problème. Qu'on réduise cette grande œuvre à ça. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, j'ai essayé de structurer au mieux ma pensée. Mais tu sais que j'ai toujours tendance un peu à divaguer. En tout cas, n'hésite pas à me dire toi si tu as vu le film et lu le livre ce que tu en as pensé. Moi j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie et plus que jamais, prends soin de toi.